importante parce qu'elle nous ramène dans une culture, dans un domaine que nous devons amplifier. Et tu as su le faire avec une générosité et un humanisme tout à fait extraordinaire. Tu as parcouru le monde, toujours à la recherche des autres, et en essayant de faire passer des messages de liberté. Et c'est là, ce message très important, que tu sais transmettre, et qui a créé peut-être la jalousie d'ailleurs de certains musées, ou de certains directeurs de musées ou conservateurs, que je connais bien, car finalement, tu as évité le musée, et tu l'as créé toi-même dans la rue. Il m'a évité aussi. Hein. Mais j'ai bien dit qu'il t'a évité par jalousie, parce que comme tu allais devant de tout ça... C'était réciproque. Mais je dois dire que bon, le temps remet toujours en place les choses, et voilà, la lecture se fait au présent, maintenant grâce à toi et à ton enthousiasme et à ta vie, à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu nous fais vivre, ce partage, ce goût du partage. Pardon, je parle mal parce que je suis un peu enrhumé. Mais je suis très, très content que tu sois là, derrière Picasso, à la suite de Miro, de Chagall, de Nicolas Destra. Sinon que de vous remercier d'être là, pour notre ami Ernest, qui a fait ce film merveilleux. Alors le film est, oui, il est tout à fait remarquable. Tu te livres et tu nous livres également un message de liberté pour nous, qui en avons tant besoin à l'heure actuelle. Nous sommes tous un jour dans un avion en partance pour Moscou. Toi, tu y allais pour le Bolchoï, moi j'y allais pour récupérer des œuvres. J'ai déjà dit, mais bon, j'ai beaucoup voyagé, toi aussi, mais toi, tu as réussi à mettre en place un art qui nous raconte et qui nous dit que, eh bien, la vie continue. Le passé, tu l'as utilisé et tu le remets dans la connaissance du présent. Deux mots, je rattrape. D'abord pour saluer Catherine Tasca, parce que les images qu'on voit dans le film à Grenoble, Catherine dirigeait la Maison de la Culture de Grenoble à ce moment-là, qui était un phare pour la culture, parce qu'il y avait Galota, Lavaudan, enfin voilà, c'était Grenoble, et ce qui se passait même à la mairie de Grenoble, cette dynamique Jean PSU, qui était un moment très essentiel, je crois, pour la culture dans notre pays. Et Catherine, c'est la première institution qui s'est intéressée à mon travail, et je souhaitais avoir un lien avec les grandes entreprises, développer un travail en lien avec les grandes entreprises, et c'est grâce à la Maison de la Culture de Grenoble que j'ai eu ce lien avec les entreprises du Dauphiné et que j'ai pu faire cette image qu'on aperçoit dans le film. Et d'ailleurs, certains moments du film où j'ai l'air un peu jeune ont été faits par un film produit par la Maison de la Culture, par Jean-Claude Mailly. Voilà, ouais. Donc merci Catherine. Sur l'émotion. Ah si, je voulais dire à propos des musées, dans une petite parenthèse, j'ai eu de grandes expositions dans des musées, mais notamment la Pinacothèque de Munich, en France. Voilà. Ma plus grande expo, c'était à la Pinacothèque de Munich. Donc je suis très fier. Voilà. Oui, sur les... Ouais, ce que je propose vise à, en même temps, à faire penser, sentir. Voilà, je ne vois pas comment on peut faire un art qui ne propose pas des émotions. Voilà, vraiment, je fais que ça. Voilà. J'étais un peu troublé par le film. Pour ceux qui étaient hier soir à Clermont-Ferrand, je me suis aperçu que je répète un peu les mêmes choses, quelque chose à quelque chose près, mais je peux pas changer, quoi. J'explique mon travail. Pour ce qui est de Picasso, vous avez vu le numéro de Paris Match. Je découvre Paris Match dans ce numéro de Paris Match, et depuis que j'en ai parlé, on me l'a envoyé. C'est de août 54, donc j'ai 12 ans, et je découvre Picasso. Jusque-là, je dessinais, quoi, vous voyez. Quand on n'est pas dans un milieu cultivé, qui a les codes, tout ça, je dessinais, c'était un peu ce qui me singularisait à l'école. Je n'ai pas été assez bon au foot ni au vélo, finalement.
Donc je dessinais, mais au fond je faisais comme des cartes postales, quoi. Je dessinais le pont de mon village et des choses comme ça. Je découvre cette liberté et Picasso. De là, Guernica, et c'est probablement pour ça. Je le dis des fois comme un raccourci rapide. J'improvise là complètement, hein. Je n'ai rien préparé, ça viendra comme ça vient. Je pense que je suis devenu peintre à cause de Picasso et que je ne fais pas de peinture à cause de lui. C'est-à-dire qu'il m'a fait, parce qu'avec ce sentiment profond, je l'esquisse un peu dans le film, je crois, ce sentiment souvent qu'on ne peut pas faire après lui, c'est très difficile, quoi. Et la première fois où, on le dit un peu avec le projet sur la commune, mais la première fois où ce sentiment, c'est en 64, jusque-là, on le dit un peu dans le film aussi, quand j'ai quitté l'école, je trouvais un architecte génial qui m'a engagé alors que j'avais même pas 16 ans, que j'avais aucune formation ni rien, à cause de mes dessins, et qui m'a engagé. Donc j'ai travaillé pour cet architecte. Puis quand je suis revenu de l'armée, où j'étais allé en Algérie, je ne travaillais plus qu'à mi-temps parce que j'avais un assez bon salaire et j'essayais de faire de la peinture l'après-midi, quoi, ou le matin, enfin je travaillais à mi-temps. Voilà. Et au 64, j'ai gagné un peu plus d'argent et j'ai vu que j'avais de quoi vivre un an. Et je me suis dit, il faut que je passe le pas et que je me consacre entièrement à la peinture, quoi. Voilà. Et j'ai acheté une camionnette de chevaux, des mètres de toile, de la peinture, des tubes, des pinceaux. Et je suis parti vers le Vaucluse. J'avais une vision un peu mythique du Vaucluse. C'était un peu ma Toscane, vous voyez. Si j'avais parlé italien, je serais parti en Toscane. Mais je suis parti vers le Vaucluse. René Char, Pétrarque, le Mont Ventoux, et puis les peintres qu'il y avait eu à Avignon, Simone Martini et tout ça. Voilà, donc je suis parti vers ce Vaucluse. J'essayais de faire un peu vite, hein. En cherchant au hasard avec ma camionnette, j'ai vu un village au loin. J'ai trouvé qu'il était très beau, j'y suis allé, j'ai trouvé un café et j'en ai fait mon atelier avec l'intention de me consacrer à la peinture, donc en 65 là. Et je tends des toiles et tout, j'ai tendu des toiles, et puis toujours en liaison quand même avec René Char, j'apprends l'implantation de la force de frappe atomique. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, vous vous rappelez, c'est le plateau d'Albion, c'était quasiment 1000 fois Hiroshima, enquisté sous le plateau d'Albion, sous les terres de Provence, sous les lavandes, quoi, ou les amandiers. Je me dis, bah voilà, un sujet, voyez, si je faisais de la peinture, moi ma référence c'est Guernica, hein, voilà, je veux dire, tant qu'à faire. Donc voilà un sujet qui mérite de s'impliquer. La violence qui est faite à ce territoire en y enquistant cette force de mort-là. Et l'idée de peindre là-dessus, et je n'y arrive pas. Voilà, je me rends compte qu'il m'est impossible, sur une toile, d'exprimer tout ce que signifie la beauté de ce paysage, ce qui porte de Pétrarque à René Char, la poésie, cette histoire, et la violence qui lui est faite, qui dépasse le territoire, parce que le nucléaire, c'est un changement dans l'histoire de l'humanité, c'est l'homme qui peut annihiler la vie, quoi, voilà. Et je me rends compte que je ne peux pas, sur une toile, exprimer cette contradiction violente, que ça m'est impossible, que ce qui est fait, que ce n'est que sur le territoire même que je peux intervenir, si vous voulez. C'est là que je comprends que je ne vais pas représenter les choses, mais intervenir dessus, comme je vais le faire par la suite. Je ne savais pas que ça allait être déterminant pour mon travail. Donc, c'est à partir de ce moment-là que à partir d'une photo que tout le monde connaît, je crois, qu'on dit prise à Hiroshima le lendemain de l'explosion, ce qui n'est pas certain, c'est l'explosion nucléaire, l'éclair nucléaire a brûlé un mur, il y a un type qui passait là, il a protégé le mur, mais il a été décomposé, donc il ne reste plus que son ombre porté sur le mur, et l'esquisse d'une échelle qui est à côté. Voilà, à partir de ça, je fais ce pochoir et que j'imprime comme des fantômes, comme une alerte sur les routes qui mènent vers le plateau d'Albion. Vous voyez, c'est la première fois, donc, et je ne savais pas que ça deviendrait la base de mon travail, que j'imprime l'image d'un homme, grandeur nature, dans l'espace, voilà. C'est
après, rétrospectivement, je me rends compte qu'il y a une valeur symbolique. D'abord parce que beaucoup d'artistes de ma génération sont marqués par le nucléaire, par Hiroshima. Beaucoup, notamment Zeti Kamien, qui fait aussi des trucs dans les rues, se réclame de Hiroshima. Et puis, vous savez, on dit que l'origine du dessin, dans la mythologie, c'est la fille d'un potier qui a dessiné l'ombre portée de son amoureux, comme ça, et que on met l'ombre portée à l'origine du dessin. Mais à l'origine, c'est une ombre portée due au soleil, et là, tout mon travail vient d'une ombre portée due au nucléaire. Voilà, symboliquement, je crois que ça marque un peu mon travail. Voilà. Non, c'est pour dire que je sais pas, parce que tout à l'heure on m'a dit qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre des trucs dans les rues? Je n'ai jamais eu l'idée de mettre des trucs dans les rues. Vous voyez, ça s'est imposé comme ça. Oui, ça s'est imposé. Voilà, ça s'est imposé. Et il n'est rien resté du plateau d'Albion, enfin de ce que avait collé. Voilà, il n'est rien resté. Tu vois, non, mais on voit pas, il n'y a pas de photo. Non. Non, mais j'étais dans une période, d'ailleurs, qui va être au travail au théâtre, même pour la commune, l'image qu'on a vue tout à l'heure du Sacré-Cœur, je l'ai complètement par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait ces interventions sur la commune sans penser en faire de photos. Entre le plateau d'Albion et la commune, j'ai collé des trucs aussi à Avignon. Je les ai découverts au cours d'un spectacle de... Comment il s'appelle le comédien qui faisait le spectacle avec Mouchkine. Hein? Cobert, ouais. Puis, dans un spectacle Philippe Cobert, sur Avignon 68, derrière lui, je vois, il a mis derrière lui, il projetait des images d'Avignon 68. D'un coup, dans le film, je vois des dessins que j'avais collés, que j'avais complètement oubliés. Mais je n'avais pas gardé d'archives comme ça. J'envisageais mes interventions plutôt, on employait le mot happening, quoi, des choses comme ça. Pour la commune, j'avais collé toute la semaine dans Paris, toutes les nuits. Comme je le dis là, j'avais repéré les lieux des dernières barricades de la semaine sanglante. J'avais collé chaque nuit à la butte aux Cailles et dans différents endroits. Et la dernière nuit, j'avais gardé le Sacré-Cœur, le Père-Lachaise et le métro Charonne. Et coup de peau, il m'a manqué de la colle, parce qu'au Père-Lachaise, vous avez vu, on voit dans le film, j'ai collé sur les trottoirs et tout ça, et on n'avait plus de colle. Je suis allé chez un ami chercher de l'eau pour faire la colle. Et là, il y a un de ses copains qui est arrivé de Toulon, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Voilà ». Et il est venu faire des photos. C'est par hasard que j'ai cette photo qui est maintenant dans 400 ou 500 bouquins. C'est complètement... Voilà. Je ne pensais pas exposition. Quoi, je ne pensais pas que je vous en parlerais un jour. Bonsoir. En fait, je me souviens plus très bien d'une phrase qui est dans le film, je crois que c'est ça, à propos des extases exposées à Naples. Il me semble qu'à un moment donné, vous dites qu'il y a une opposition entre la feuille et le dessin. Et moi, je me dis, ces grands supports qui ont les bords qui s'inclinent, je vois comme si vous donniez de la corporalité au dessin. Et puis aussi, j'aurais voulu que vous me parliez des reflets qu'on voit, parce que quand l'eau, c'est de l'eau, je ne sais pas. Oui. On bouge, on a bien sûr l'idée que l'image se trouble et puis est fragile. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu plus précisément. Il y a beaucoup de choses. Déjà, dans toutes mes interventions, le papier n'est pas seulement un papier. C'est-à-dire que il y en a en parlant des dessins d'Antonin Artaud, vous savez, il intervient, Antonin Artaud crève avec des cigarettes, tout ça. Et c'est plus que le dessin. Le papier, ils disent subjectile. Je sais pas, je crois que c'est Jacques Derrida qui a inventé ce mot. Voilà. Le papier, dans mes travaux, n'est pas plus seulement un support pour le dessin. Il se charge, quand je le colle à Naples, que je le fais rentrer je le fais prendre la forme d'une brique romaine où il y a un collage qu'on a vu un moment, c'est une pierre grecque, et au-dessus, c'est un mur qui a été fait par les Espagnols. Il y a une pierre grecque, le reste du mur, c'est des briques romaines. Vous voyez, sur 2 mètres, il y a 1000 ans d'histoire. Mon papier n'est plus un support simplement pour mon dessin, il est chargé, il a une profondeur, il est chargé d'histoire. C'est pas seulement un support de dessin.
pour le travail sur les mystiques, j'ai poussé ça en quelque sorte un peu plus loin. Je vais résumer un peu, hein, parce que c'était très difficile de parler des textes des grandes mystiques chrétiennes comme ça à plusieurs centaines de personnes. Mais en simplifiant un peu, ces femmes, je n'ai choisi que des femmes qui ont écrit, hein, et j'ai essayé de faire ces portraits à partir de ce qu'elles disent d'elles-mêmes. Elles s'infligent, pour être à l'égalité avec le Christ, avec le Seigneur, elles s'infligent les douleurs de la passion, une espèce de masochisme sans limite chrétien, comme ça. Et ce masochisme est plus qu'ambigu, quoi. Il est d'une grande sensualité, ou alors c'est directement ça. Elle dit qu'elle est pénétrée, ou le texte, vous voyez, la plus belle sculpture du monde, c'est peut-être la Thérèse du Bernin. Bernin prend 6 lignes de Thérèse, alors à un moment je les connaissais par cœur, c'est plus le cas, mais elle dit: un ange très beau m'est apparu, il avait un dard d'or dont le goût était brûlant, qui m'a plongé au fond des entrailles, la suavité était si grande que je ne souhaitais pas que ça cesse. Vous voyez, je veux dire que c'est Lacan a fait un séminaire qui s'appelle Encore sur cette sculpture. Donc, vous voyez, il y a donc dans leurs écrits une grande sensualité. Angèle de Foligno dit: je peux aller quand il est rendu à la croix. Elle dit des trucs, elle ne se rend même pas compte. Elle dit je sais pas, il y a des trucs incroyables. Elle dit: l'hostie a le goût de la chair quand il s'écoule dans ma gorge, quoi. Vous voyez, donc, voilà. Alors, il y a cette grande sensualité, et en même temps, ces femmes, elles sont anorexiques, elles partent en lévitation, elles en refusent la chair. Et le pari pour un peintre comme moi qui dessine le corps, le challenge, c'est comment représenter des chairs, des corps qui aspirent à se désincarner. Elles sont dans cette situation. Donc tout ce qui était de la chair, de la sensualité et tout ça, je l'ai fait, j'espère, dans les dessins. Vous avez vu les dessins, j'ai eu la chance, je le dis dans le film, je crois, d'avoir... j'avais essayé avec 2-3 autres modèles et ça marchait, je n'y arrivais pas. J'ai eu la chance que la danseuse étoile des ballets de Monte Carlo, que j'avais fait des scénographies, je la regardais, j'étais ébloui, a accepté de poser pour moi. Et là, vous avez vu les photos. Comme elle est à Monaco, j'ai pu faire beaucoup de photos. Et puis en fait, je réponds à ça. Je mets très longtemps à dessiner et je faisais que m'excuser. Je lui disais: t'as pas d'écran, tu veux pas un café? Elle me disait: m'arrête de t'excuser, dessine. Vous voyez, c'est une malaise là, c'est clair. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Donc, tout ce qui est charnel, c'est dans mes dessins. Et après, comment j'étais planté là, comment exprimer ce refus de la chair. Et c'est là que j'ai l'idée de travailler les feuilles, que les feuilles disent le contraire. En travaillant les feuilles, en leur donnant cette fluidité, ces courbes et tout, j'affirme une extase de l'espace, si vous voulez. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Vous avez chopé la phrase. J'ai dit: en effet, la feuille est en contradiction avec le dessin. Le dessin affirme le corps et la feuille affirme le refus du corps, en quelque sorte. Et l'eau, c'est de l'eau, parce que toutes ces femmes ont des métaphores liées à l'eau. Sauf Catherine de Sienne, c'est le sang qui revient tout le temps. Mais sinon, toutes, Madame Guyon dit: je tombe de précipice à précipice, d'abîme en abîme, jusqu'à l'abîme de la mer, où perdant toute figure, je deviens la mer même. Elle écrit ça, quoi. Elle se liquéfie. On dirait, elle a retrouvé l'éternité, vous voyez, et toutes ont ça. Julia Kristeva a écrit un texte sur mon travail en parlant de Thérèse et dit: cette femme est un ruissellement constant. Vous voyez, j'allais dire c'est ambigu, c'est même pas ambigu, quoi. Vous voyez, et donc l'eau, c'est pas une idée de décorateur, c'est très beau en fait quand on voit l'installation. L'eau est très belle, mais l'idée de l'eau est venue de la lecture. Donc à toutes les étapes, le dessin, le travail sur les feuilles et l'eau naissent de la lecture de leur texte, et l'eau permet ce que j'essaie de faire quand je suis dans la rue, une espèce d'osmose entre la fiction de mes images et la réalité des lieux. Et avec l'eau, c'est encore multiplié. Vous voyez, je veux dire, parce que
la texture est la même, le lieu réel et la friction de mes images se reflètent à égalité dans l'eau, et ça provoque une espèce de renversement. Je ne sais pas, tu l'as vu à Saint-Denis, je crois. Oui, je l'avais vu. À Saint-Denis, Super. j'avais fait le bassin, c'est un bassin, chaque fois je dessine un bassin avec un liner noir. J'avais fait un bassin à l'aplomb de la coupole, et il y a des gens qui avaient le vertige, vous voyez, ça faisait un trou de 30 mètres, ça créait, voilà. Et du coup, les dessins se renversent, et ça correspond tout à fait au texte qu'elles écrivent. Voilà. C'est mon seul regret Ouais. de ne pas avoir présenté. C'est mon seul regret de ne pas avoir présenté les mystiques à Brioude. On y avait pensé à un moment, j'avais même évoqué cela dans la chapelle qui se trouve sur la colline, mais évidemment ça faisait un nouveau lieu à surveiller, et donc c'était difficile du point de vue de la sécurité de le faire. Mais c'est vrai que Saint-Denis était superbe, et aussi à l'AENEC. Pas à l'AENEC, Ce qu'on voit, là, l'équipe du film était juste le jour où nous les installions à Naples. Ils n'ont pas vu la finition. J'ai deux collaborateurs, et notamment Mohamed, qui nous fait des lumières exceptionnelles, vraiment. Et là, l'été dernier, c'était en Normandie, à Bernay et Naples, c'était splendide. Ouais, vraiment, c'était très réussi. Cette relation avec les lieux, encore plus grande que dans mes travaux. Il y a une espèce de densification de la relation avec le lieu. Voilà. Si je dis encore, pour les gens mettons la première fois que j'ai présenté ce travail, c'était à Avignon. Il y avait Jean-Claude Petit, qui était directeur de la vie catholique. Je dis lui parce que c'est le seul de mes amis qui a lu tous les textes des grandes mystiques, quoi. C'est pas malin, quoi. Et lui, il m'a dit, tu me dis rien. Et il est rentré, et en sortant, il me dit, donc à gauche, c'est sûrement Madame Guillon. Après, c'est... voilà, il les a toutes devinées. Voyez, donc je pense que j'ai fait une lecture assez rigoureuse de ce qu'elles ont dit d'elles-mêmes, quoi. Bonjour. Alors moi j'ai une question sur... en fait, premièrement, je trouve qu'en effet il y a une très grande humanité dans votre travail. Il y a une sorte d'explicitation du passé par le silence. Il y a un élément de votre biographie qui est exposé à Brioude, c'est votre relation à Bartabas. Votre nom apparaît dans sa biographie Zingaro, et je crois qu'il a lui-même nommé un de ses chevals par votre nom. Il utilisait de nombreux artistes pour nommer ses chevaux, et je voulais savoir quelle a été votre relation justement à l'animal, au cheval. Vous avez surtout utilisé des corps, les corps des danseuses, les corps du théâtre aussi pour exprimer quelque chose de l'humain. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur justement la partie plutôt animale et votre rapport à Bartabas justement et aux chevaux? En fait, c'est que après les femmes, c'est peut-être les chevaux que j'aime dessiner le plus. Mais c'est une relation amicale, simplement, je ne suis pas... on est amis, je lui ai fait les affiches. Si vous connaissez son matériel, son l'écriture Bartabas, Zegaro, tout ça, c'est la mienne. C'est moi qui fais tout ce matériel-là. C'est un truc d'amitié, quoi. On a sûrement des préoccupations, des aspirations, des exigences, je crois, du même ordre. Mais je n'ai pas encore travaillé vraiment. J'ai fait un livre entier, quand même, sur... l'ensemble de ce spectacle, hein, c'est-à-dire que André Welter, un grand poète qui écrit beaucoup les textes de présentation de Bartabas, encore que maintenant, depuis 2-3 ans, on l'a découvert qu'en même temps, il était un grand écrivain, je ne sais pas si vous avez vu, c'est vraiment, et donc avec Welter, on a fait un livre, André faisait des poèmes sur chacune des spectacles, et moi des dessins à partir des spectacles. Voilà, il y a un livre qui s'appelle Zingaro, suite équestre. Voilà. Et puis il avait souhaité, si vous êtes allé là-bas à Aubervilliers, il y a un grand dessin de lui entre les jambes de son cheval que j'ai fait un peu comme mes personnages. Voilà. C'est un truc d'amitié, de complicité sûrement. Bonsoir et merci pour votre présence et votre partage. En regardant la scénographie de l'exposition de Brioude, on découvre un moment qui n'est pas du tout pareil que les autres, c'est celui des cabines.
vous avez choisi de présenter des photos dans des questions lumineuses. Est-ce que vous pourriez vous exprimer sur cette approche? Ouais. Oui, non, c'est simplement que. Comment je vais en parler? Enfin, déjà, je fais ce travail dans les cabines de téléphone. C'était une espèce de pari pour moi. Je venais de travailler plusieurs années sur Naples et je m'inquiétais d'un confort, quoi. J'avais bien compris que cette ville, ça m'intéressait beaucoup, ce qui s'y passe de lutte entre la lumière et les ténèbres, et que j'avais fait passer dans les dessins en ayant travaillé l'œuvre de Caravage, de Mattia Preti, de Ribera, de Luca Giordano, tout ça, vous voyez. Mais mes images naissent de l'assimilation de cette peinture napolitaine, surtout du XVIIe. Et comme un peu une critique, je me disais, peut-être je me suis installé là-dedans, et je me suis dit, ça serait bien que j'essaie de faire des images dans un univers complètement différent. Et j'ai eu l'idée des cabines, qui est exactement le contraire. Quoi. À Naples, tous les murs ont presque 2000 ans, vous voyez, sont chargés d'histoire. Les cabines, ça n'existe déjà même plus, quoi. C'est un truc de contemporanéité très rapide, très vite. C'était du métal, du verre, vous voyez, pas d'histoire, pas de. Voilà. Et je me suis bien regardé les cabines avec la perspective de les utiliser comme un lieu théâtral un peu. J'avais repéré, une fois j'ai vu une femme qui raccrochait et j'avais le sentiment qu'elle avait dû vivre un drame. Et puis, après je regardais, j'avais remarqué que souvent les gens dans les cabines avaient un journal à la main. Je pensais, et c'était probable, que c'est au travail ou un logement, vous voyez, sinon les gens, peu à peu, avaient des téléphones. C'était des gens un peu démunis. Et le coup, la cabine m'a semblé un truc intéressant pour ça. Et j'ai choisi les cabines où j'ai collé mes personnages en fonction des reflets de la ville, complètement. C'est en boulevard de Paris, dont j'oublie le nom, j'avais repéré que dans la même cabine se reflétaient 6 feux rouges différents. Donc des fois rouges, des fois verts, vous voyez, voilà. Il y avait des profondeurs. J'avais repéré des néons de pharmacie, qui venaient zébrer les personnages. Et donc, il y avait des interventions graphiques très fortes, très contemporaines, comme ça. Et les photos papier n'en rendent pas vraiment compte. Et c'est l'idée des photos lumineuses, c'était pour rendre compte plus fidèlement de ce que ça faisait dans la rue. Vous voyez, très simplement, c'est un truc très pragmatique, vraiment. Voilà. Sinon, je me suis amusé, après avoir fait les premiers personnages, on le voit. J'ai commencé avec des petits dessins abstraits, j'ai fait toujours comme ça. Il a bien montré dans le film. Il y a une tache qui fait juste un coup de pinceau, et j'ai mis 2 coups de javel pour le visage et la main, et ça m'a fait le personnage droit comme ça, qu'on voit là-haut, comme ça. Et après, je me suis amusé, j'ai pensé à l'effet, je ne sais pas si. Oui, dans le film, on le dit, que ça faisait penser à cet espace improbable qu'il y a dans les peintures de Francis Bacon, vous voyez. Et donc j'ai fait des citations de Bacon, puis après j'ai fait d'autres citations. Je me suis amusé avec citations de la peinture. C'est ce que je voulais dire précédemment aussi. J'aime bien interroger l'histoire et l'histoire et l'histoire. Dans mes mystiques, la Thérèse est dans la même position que la Thérèse du Bernin, mais on la voit de face, alors qu'à Rome, on ne peut pas la voir de face. La Marie-Madeleine, je la prends dans les Marie-Madeleine de Caravage. Catherine de Sienne, c'est à partir d'une peinture de Sodoma qui est à Sienne. Enfin, vous voyez, mais bien très distancié, mais pour les gens qui connaissent les repères. Même pour Sodoma, je parle d'un poème de Francis Ponge qui décrit cette peinture de Sienne. Vous voyez, il y a plein de plans comme ça. Vous participez activement à l'histoire, je pense notamment lors de votre campagne d'affichage à Nice contre la présence de Leclerc. Et donc, qui a entraîné par la suite tout un mouvement concernant le changement politique en Afrique du Sud. Est-ce que, et vous avez participé aussi à d'autres moments, à des affichages concernant le sida, etc. Quelle est votre démarche et qu'est-ce qui a amené cette construction? Ouais, vous avez raison. C'est-à-dire, à la différence de beaucoup de peintres de ma génération,
je n'ai pas illustré les politiques, vous voyez. Je connaissais bien Fromanger, Rancillac et tout ça, j'ai jamais été Mao, quoi. Vous voyez, j'ai jamais fait voilà. J'ai pas fait ce genre de choses. Mais bien entendu, mon travail a une résonance politique. Mais j'ai pas illustré, j'ai pas fait ce genre de peinture qui me semblait toujours un peu dérisoire, que ce soit les soviétiques ou les chinois, vous voyez. J'ai pas fait ça. Mais sinon, vous avez raison. Pour Nice, c'est l'apartheid, mais en fait, c'est parce que là, j'essaie je réfléchis comment je vais en parler. En 1974, ma ville de Nice, je suis très attaché à ma ville de Nice, à son histoire et tout ça. Jacques Messin, vous vous rappelez, enfin les gens plus âgés se rappellent, il a été ministre, il a dû fuir comme un voleur la nuit, voilà. Donc il a eu l'idée, c'était monstrueux, jumeler Nice avec l'Afrique du Sud, avec Cape Town. Un mois avant, les Nations Unies avaient décrété l'apartheid crime contre l'humanité. Et il fait une grande fête pour jumeler Nice. Voilà. Et Nice, c'est une ville cosmopolite. On est d'abord plus d'un tiers de la ville, on est des fils d'immigrés piémontais. Vous voyez, je veux dire, et puis toute notre histoire, c'est Romain Gary, enfin, et puis de toute façon, c'était inadmissible. Donc, j'ai fait un collage. Ça aussi, ça explique bien au fond mon travail, parce que l'œuvre, c'est pas mon image, c'est l'événement qui fait que c'est une œuvre. Vous voyez, c'est la présence des gens d'Afrique du Sud à Nice, c'est le défilé qui traverse la ville et qui va passer, et donc, il faut que je le dise, c'est une famille, j'ai dessiné une famille de Noirs derrière des barbelés qu'on a collés tout le long des parcours officiels de ce jumelage. Voilà. Et quelquefois, je retourne comme ça, on disait que je faisais des images, que je faisais des œuvres en situation, et j'avais reculé, j'ai dit non, je fais œuvre des situations. Vous voyez, c'est exactement ce que je faisais là. Mais je l'ai fait en travaillant sur, quand il y avait des débats sur la libéralisation de l'avortement, je l'ai fait en travaillant avec des travailleurs immigrés à Avignon. Je veux dire, moi, je suis un type, vous voyez l'âge que j'ai, au fond, mon travail a interrogé la vie des gens de ma génération, quoi. Vous voyez, moi, je me retrouve, je me sens comme les peintres du Quattrocento qui vivaient au sein d'une société et qui exprimaient les doutes, les espérances, les trucs qu'ils traversaient, quoi. Vous voyez, voilà. Et donc, en effet, après, certaines de mes images ont été reprises, voilà. Mais oui, en effet, je suis allé travailler à Soweto sur le sida, tout ça. Et après, des fois, ça dépasse un peu. Parce que ce que j'ai fait à Nice, en 1974, le comité des Nations Unies contre l'apartheid m'a envoyé, parce que le médecin avait dit qu'il allait porter plainte contre moi. Le comité des Nations Unies contre l'apartheid m'a envoyé un télégramme de soutien et on souhaitait me rencontrer. Et il est venu un responsable qui m'a dit, je résume un peu, vous savez, on est arrivé à convaincre les sportifs de ne plus aller faire des compétitions en Afrique du Sud, mais les artistes continuent à y aller, il y a beaucoup d'argent et tout ça. Et donc, à ce moment-là, je faisais un livre avec Jacques Derrida, enfin je faisais un livre, c'est un peu prétentieux. Jacques Derrida m'avait demandé des dessins pour un de ses livres, je fais pas un livre avec lui, et je lui avais raconté ça, et nous étions un soir avec Antonio Saura, vous savez, le grand peintre espagnol, le frère de Carlos. Et tous les trois, dans la soirée, il s'est bâti l'idée de faire un appel artistes du monde contre l'apartheid. Voilà. Donc on a défini un peu ça de façon costaud parce que c'était Derrida. Et le comité m'a demandé d'aller le présenter aux Nations Unies à New York. Je suis allé présenter ce projet là-bas à New York. J'étais assez impressionné. Et il se trouve, donc on a lancé ce projet Artistes du monde contre l'apartheid. Et j'ai eu la chance que Armand, vous voyez l'artiste Armand, est niçois, je le connaissais depuis longtemps, il était aux États-Unis, il vivait avec une femme noire. Je suis allé le voir, il m'a dit je peux t'aider. J'ai dit bah si tu peux. Il me dit tu veux une œuvre de Rauschenberg. J'ai dit bah ça nous arrangerait bien, ça serait bien. Et il appelle, il me dit t'as Rauschenberg, tu veux Liechtenstein. Voilà. Donc du coup quand je suis rentré en France, en ayant les œuvres des plus grands artistes américains, ça a été facile d'avoir Soulage, 4 pièces, et, vous voyez, voilà. Du coup, on a créé ce musée artiste du monde contre l'apartheid
On l'a fait circuler dans 48 pays. On avait des textes en plus d'Amado, Brink, Léris. On avait 10 auteurs. À l'instant, là, c'est difficile. Vous voyez, on avait un truc culturel très baraqué qu'on a fait circuler dans 48 pays pour dénoncer l'Afrique du Sud. Et ce qui était beau, c'est que avec Antonio Saura, qui est espagnol, on avait repris un truc de Picasso. On disait les œuvres, à propos de Guernica, on disait les œuvres appartiendront au premier gouvernement démocratique d'Afrique du Sud. Un homme, une voix, c'était la phrase de Mandela. Et quand Mandela est devenu président, j'ai pu aller lui porter toute la collection. Voilà, j'ai rencontré Mandela, Desmond Tutu, tout ça. Voilà, c'est un bel événement pour moi. Vraiment, La première fois que j'ai vu votre travail, c'était à Uzès en 82. Et puis j'y suis retourné en 83, j'ai vu une autre facette de votre travail qui s'appelait Les arbres aborigènes. Et j'ai recherché pas mal sur Internet, dans les bouquins, etc. Et en fait, on n'en trouve pas beaucoup mention. J'ai trouvé une photo de Guy Le Quérec, qui était un peu photographe d'Uzès à l'époque. Et c'est une période que vous avez un petit peu oubliée. C'était un travail qui était tellement différent du travail, justement, l'intervention que vous faisiez. Vous avez raison. Non, moi j'aimerais bien que ce soit perçu un peu de la même manière, mais attendez, il faut que j'explique. Uzès, c'est le festival que fait Bernard Lubat. Si vous ne connaissez pas, c'est dommage pour vous. C'est le festival le plus extraordinaire qu'il y ait. Et donc j'avais fait. C'est la première chose que j'ai faite à Uzès ou la deuxième? Parce que j'ai fait aussi... La première, c'était les 50 le concert baroque. Ouais. J'ai fait un travail à Uzès inspiré d'un roman d'Aliero Carpentier, le concert baroque, avec beaucoup de musiciens et tout ça. Alors là, je vous explique ça. Uzès, c'est un festival surtout de jazz, mais qui est dans la forêt des Landes. Et donc, je me suis trouvé à avoir des heures à me balader dans la forêt. Comme je ne prends pas les mêmes choses que les musiciens, je n'avais pas les mêmes rythmes de sommeil. Et donc, en me baladant dans la forêt, là aussi, je schématise un peu, je me suis fait cette réflexion. Je travaille toujours sur l'homme et ce qui l'entoure, son environnement. Je n'ai jamais travaillé sur la nature. Voilà, je travaille toujours sur l'urbain, sur la ville, le social et tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je ferais dans la forêt? Déjà, tout de suite, j'ai bien compris que mes images étaient une chose qui sont nées de la ville, qui sont urbaines, qu'il était hors de question de faire des images dans la forêt. Je dis ça parce qu'il y a un couillon qui a collé des personnages sur les arbres. Bon. Et donc, j'ai repris à la base. Vous savez, moi j'essaie, quand j'appréhende un lieu, j'essaie de choper, de comprendre, d'appréhender tout ce qui se voit dans le lieu, et puis en même temps, tout ce qui ne se voit pas. Dans la forêt, j'essaie de comprendre comment se développer les arbres, comment, physiquement, dessiner des arbres, tout ça. Et simultanément, j'ai cherché ce qu'on ne voit pas. Et en même temps, cette quête, quand je travaille sur les lieux, vise à saisir la dynamique poétique la plus forte du lieu pour en faire le cœur de mon travail, ce que je fais dans les villes et tout ça. Vous voyez, le thème s'impose par cette appréhension. Et là, j'étudie ça, je n'avais jamais compris très bien ce qu'était la photosynthèse. Voilà, ce phénomène qui fait que le soleil devient de la vie, quoi. C'est vraiment le truc le plus poétique qui soit. Et donc je me suis dit, si j'interviens dans la nature, il faut que je me saisisse de la photosynthèse. Les hasards, tout ça, je ne vous raconte pas, c'est trop long. J'avais eu contact avec un type qui s'appelle Claude Gudin, qui faisait des recherches sur les alginates, des produits qu'on met dans les crèmes de beauté ou dans les yaourts et tout ça, qui sont extraits des algues. Donc il essayait de fabriquer des algues de façon presque industrielle. Il essayait d'immobiliser des cellules végétales dans un polymère, dans un truc en mousse comme on a. Vous voyez, il faisait des petits cubes d'un demi-centimètre et il arrivait au niveau moléculaire à immobiliser. C'était
des végétaux unicellulaires, 3 milliards d'années, vous voyez, des formes très, très simples de la vie, dans ça. Donc je lui dis, mais alors tes trucs là, ça a les fonctions chlorophylliennes. Il me dit, oui, bien sûr, c'est comme une feuille. Il me dit, ça fixe le gaz carbonique, ça produit de l'oxygène. Et donc, je pensais que j'avais trouvé mon matériau. Dans un premier temps, j'ai pensé en faire des objets sériels, quoi. Vous voyez, faire une pyramide, un cube, et que j'aurais exposé en disant c'est vivant. Vous voyez, et puis ça m'a semblé une astuce un peu art conceptuel, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire, je me moque un peu des choses dont la production n'ajoute rien. Ouais, c'est que l'idée, quoi. Vous voyez. Et du coup, je suis revenu à l'idée du corps humain. Et donc, j'ai pu, à partir de la recherche de Claude Gudin, fabriquer, vous avez vu, c'était des personnages un peu plus grands que nature, parce que j'avais moulé d'abord un copain, puis la magnifique fille de Katel Yassine, vous voyez, le poète algérien. Il avait une fille, c'était une merveille, elle a accepté qu'on la moule. Donc, d'ailleurs, j'ai toujours son moule dans mon atelier. Et puis, je l'avais un peu agrandi. J'avais scié le moule. Voilà. Et donc, j'avais des personnages un peu plus grands que nature qui enlaçaient les arbres, que j'installais dans les arbres comme ça, et qui avaient la même fonction quoi, que les arbres eux-mêmes, qui fixaient le gaz carbonique et posaient de l'oxygène et tout ça. Voilà. Et ça. Qui s'appelle Virgilienne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications, Oui. le rapport, enfin, vous voyez, tout ça pour nous expliquer un petit peu. Vincent Besançon est dessinateur et aquarelliste et accessoirement architecte. Architecte honoraire. Oui. Bon. Merci. On a le même âge. Oui. Donc, ça s'inscrit dans le parcours. Oui, c'est vrai, là c'est trop court pour qu'on comprenne. Aussi, un peu schématiquement, à Naples, j'ai un parcours qui est composite avec beaucoup d'images différentes, qui parle des relations qu'a la ville de Naples avec la mort, avec le sous-sol, tout ça, vous voyez. Et il y a un parcours sur cette propension à Naples à vénérer les femmes. Voilà. Et ce parcours, je l'ai ouvert avec le drapé qu'il y a à côté dans l'exposition. Vous voyez, il y a un grand drapé. C'était, je l'avais collé sur une porte rouge, la porte de Déméter et la porte de Cérès. J'avais 2 portes, et entre ces 2 portes, une sur une porte rouge qui faisait référence à Pompéi, à la Villa des Mystères, et sur un mur jaune, c'est le jaune de Naples, Via del Sole. Et entre ces 2 portes, qui sont des drapés, qui sont en fait le sexe d'une femme, j'avais dessiné toutes les femmes vénérées à Naples. Vous voyez, de Sainte Agathe. Et pour tout vous dire, j'en avais un peu marre de dessiner des saintes, quoi. Voilà. Et je cherchais d'autres femmes qui me permettraient ça. Et dans un très beau livre sur Virgile de Roberto De Simone, qui dirigeait le San Carlo, l'opéra de Naples. Il écrit un livre qui fait référence sur Virgile. Il raconte des anecdotes qui ressemblent plutôt à des textes de Boccace. Vous voyez, on dirait des textes de Boccace qui se situent à Naples. Et là, il raconte que Virgile avait trouvé une femme, elle avait rendu une femme, et qu'elle le montait avec un panier par lequel on monte la bouffe, vous savez, aux étages. Et d'après le texte, on comprend qu'il y a un autre mec chez elle. Et du coup, pour faire attendre, elle laisse Virgile suspendu sur le panier à mi-étage. Voilà. Mais à Naples, on raconte que Virgile a des pouvoirs magiques. Par exemple, on dit que c'est lui qui a comment on peut dire, éliminé les zones malsaines autour de Naples, vous voyez, en mettant des bouches d'or, enfin, vous voyez, il a tout un truc de magicien, voilà. Et donc, on dit que là, dans ce texte, Virgile pendu là,
il fait éteindre tous les feux de Naples et on ne trouvera plus du feu qu'entre les jambes de cette femme. Voilà, c'est ma virgilienne, voilà, qui est collée à 10 mètres du tombeau de Virgile. Voilà. Très bien. Voilà. Explication. Bonjour. Juste une petite question. Je ne connais pas beaucoup votre travail. J'ai l'impression qu'il est essentiellement noir et blanc. Est-ce que vous pourriez nous parler de la fresque de Grenoble, près de la Bourse du Travail, entre la Villeneuve et Grand Place, qui est très colorée? Ouais. Non, il faut dire que je vous dise pourquoi c'est noir et blanc quand même. Mes images, elles s'affirment comme des images, c'est-à-dire que quand je dessine un personnage, ce que je mets dans la rue, je n'ai pas essayé de faire un personnage, je fais le dessin d'un personnage. C'est-à-dire que mon travail consiste à saisir la réalité d'un lieu dans toute sa complexité et de glisser un élément de fiction dedans, c'est mon image, vous voyez, et qui doit venir par ce qui représente, oui, par ce qui est figuré sur l'image, réactiver l'histoire de ce lieu, sa force symbolique, le travailler, quoi, exacerber son potentiel suggestif. Voilà. Et il faut que ça affirme une fiction. Le noir et blanc, c'est pour dire c'est un dessin. Vous voyez, je serais capable de faire du trompe-l'œil, mais c'est pour. Je laisse le rectangle blanc du papier, vous voyez, et donc le noir et blanc, c'est ça. C'est cette nécessité, je le dis dans le film, qui est assez d'effets réels et d'effets de distance. Voilà. Et le noir et blanc, comme le papier, c'est une façon, pour dire la dimension conceptuelle du dessin. Grenoble, c'est un peu exceptionnel. Ouais, ça fait pas. Si, il y a une réflexion sur la mémoire aussi. C'est-à-dire, quand Madame Tasca m'avait invité à Grenoble, j'ai travaillé sur des problèmes de santé dans les entreprises, ce qui fait que les syndicats ont été sur la mortalité, sur les conditions de travail. Mais dont il y avait un type qui était mort d'un cancer, ses camarades disaient qu'il travaillait sur des bouteilles en plastique, que ça venait vraiment, vous voyez, des choses comme ça. C'était en avance. Dès les années 75-76, on a travaillé sur ces choses-là, qui ne sont pas des accidents de travail, où alors là, les types s'arrêtent si un mec laisse sa main, mais les choses qui tuent les gens en 10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà. Donc, les syndicats s'étaient intéressés à ce que je faisais, pas tous, mais s'étaient intéressés, et la ville de Grenoble avait construit une nouvelle bourse de travail, et à l'unanimité, semble-t-il, les syndicats m'ont proposé de faire la façade. Et donc je les ai rencontrés, le regret qu'ils avaient par rapport à leur ancienne bourse de travail, qui avait été marquée par l'histoire de la guerre, la résistance et tout ça, c'était la mémoire du lieu. On a un bâtiment tout neuf, qui n'a pas de... Voilà. Et du coup, j'ai essayé que ma peinture raconte ça. Je me suis dit, de toute façon, les gens vont coller des affiches sur cette façade qui est à ras de la rue. Et donc, j'ai fait des recherches pendant 1 an. Et des affiches syndicales les plus intéressantes. J'ai trouvé la première qui réclame les 8 heures, la première qui est le premier meeting qui est fait par une femme. J'ai trouvé une affiche de Louise Michel qui fait un meeting à Grenoble. Vous voyez, j'ai trouvé une centaine d'affiches et je les ai copiées en trompe-l'œil. L'affiche du 1er mai 36. Oui, j'ai fait un gros travail de recherche à la police même. J'ai trouvé tout, en grande partie, j'ai trouvé à la police. J'ai trouvé j'ai suivi, c'est tout. Il y avait des affiches, il y avait accroché l'affiche d'un meeting d'un anarchiste, il y avait les notes de la police qui arrivait de Paris disant il a pris le train tel jour, il va arriver à Grenoble, et la copie du flic qui disait il a quitté Grenoble vers Annecy, vous voyez, il y avait tous les dossiers. Et là-dedans, j'ai trouvé des affiches extraordinaires. Il y avait une affiche rouge, elle faisait au moins 1,20 m, Peuple de Grenoble, sauvons Sacco et Vanzetti. Quoi. Vous voyez les types à Grenoble, dans leur usine, qui se mobilisent pour
deux mecs au bout du monde et tout ça. Ouais. C'était assez bouleversant. C'était vraiment une anthologie. Et donc j'ai copié tout ça en facsimilé. Sinon j'ai glissé une image d'escalier, un peu une image d'espoir, un peu comme ça.